Radio Libertaire, l'invité quotidien, bonsoir. Et notre invité pour la troisième fois, le troisième mercredi, c'est Henri Laborie. Bonjour. Bonsoir. Quand il ne peut plus lutter contre le vent et la mer pour poursuivre sa route, il y a deux allures que peut encore prendre un voilier. La cape, le foc bordé à contre et la barre dessous, le soumettent à la dérive du vent et de la mer et la fuite devant la tempête en épaulant la lame sur l'arrière avec un minimum de toile. La fuite reste souvent, loin des côtes, la seule façon de sauver le bateau et son équipage. Elles permettent aussi de découvrir des rivages inconnus qui surgiront à l'horizon des calmes retrouvés. Rivages inconnus qu'ignoreront toujours ceux qui ont la chance apparente de pouvoir suivre la route des cargos et des tankers, la route sans imprévu imposée par les compagnies de transport maritime. Vous connaissez sans doute un voilier nommé Désir. Oui, c'est le prologue de l'éloge de la fuite. Je vous remercie de l'avoir lu. Je le trouve très beau, vous voyez. Vous êtes bien sur Radio Libertaire. En tant que marin, l'éloge de la fuite, quand j'ai choisi ce titre, on ne choisit jamais rien. Enfin, il m'a été imposé par mon inconscient, mon subconscient, comme vous voudrez. En réalité, il a déplu. Parce que la fuite, il y a toute une connotation de lâcheté, etc. Or, en fait, pour moi, c'est au contraire la seule façon de s'en tirer. Et il n'y a aucune lâcheté à fuir. Bien. Avant d'en arriver au livre lui-même, Éloge de la fuite, puisque c'est notre propos ce soir, je voudrais commencer par des questions d'auditeurs qui nous ont été écrites. Le courrier, je vous en ai remis une partie, vous le compulserez chez vous parce qu'il y en a qui sont un peu conséquents. Ces questions-ci concernent l'inné et l'acquis. Qu'est-ce que serait pour vous la notion d'acte contre nature, telle que la contraception ou la relation homosexuelle, acte contre nature, et bien évidemment entre guillemets? Il faudrait d'abord savoir ce que c'est que la nature. Alors, je crois avoir d'ailleurs eu l'occasion de dire ici même que les chiens font l'amour dans la rue sans complexe, et c'est naturel. Maintenant, si nous en faisions autant, je pense que ça serait pas naturel du tout. On dirait que c'est contre nature. Donc, la nature, tout ce qui peut arriver sur cette planète, excepté le meurtre de l'autre, est naturel finalement. Alors, on peut tuer plus ou moins lentement, effectivement. Mais je ne vois pas très bien en quoi consiste la nature. L'homosexualité en particulier, est-ce qu'elle agirait comme un mécanisme inné de régulation démographique ou serait-elle plutôt une dégénérescence qui attenterait à l'espèce? Oh, l'homosexualité, c'est un comportement, et bon, je ne vois absolument pas que ça attenterait à l'espèce. Évidemment, si tout le monde était homosexuel, il y aurait quelques dangers pour l'avenir de l'espèce. C'est pas le cas. Alors, que des pulsions se fassent, et alors là, actuellement, il y a de gros travaux là-dessus. Vous savez, les anglo-saxons en particulier sont toujours intéressés à ce problème. Et... Pourquoi riez-vous, Henri Laborie? Non, ça serait trop long à dire pourquoi. J'entrerai dans des détails. Bien, et en fait, on s'aperçoit que ça peut être aussi bien d'une empreinte, même peut-être, ça peut résulter d'une empreinte avant la naissance, avec un comportement endocrinien qui commande au comportement sexuel différent. On s'aperçoit on commence à s'apercevoir que les homosexuels hommes, par exemple, ont moins de testostérone et plus de folliculine. Mais ça peut être aussi un apprentissage culturel. Ça dépend du moment où... C'est plutôt l'exemple Chazot, là, que vous donnez. Je ne connais pas Chazot, mais enfin, vous savez, j'ai beaucoup de choses à m'occuper. En réalité, je pense qu'il n'y a pas de contre-nature dans l'homosexualité, c'est un comportement. Bon, il y a des gens qui se mouchent dans des mouchoirs, d'autres dans des petits papiers, là, des Kleenex. On ne dira pas que parce qu'ils n'emploient pas un mouchoir, se moucher dans un Kleenex, c'est contre-naturel.
Est-il vrai que ce phénomène, donc l'homosexualité, se trouve également chez d'autres espèces dites supérieures? Ah bah oui, quand la femelle manque, vous me direz que dans notre monde contemporain, ce sont les femelles qui manquent, ça. Mais pour l'homme, je parle pour l'homme, et inversement d'ailleurs, c'est plus difficile. Il y a quand même les guerres qui jusqu'ici ont plus d'hommes que de femmes, donc finalement le mouvement féministe a bien raison de prendre le taureau par les cornes, si l'on peut dire, c'est-à-dire de soulever l'étendard de la révolte. Mais finalement, je ne vois pas pour moi, il n'y a pas de problème dans l'homosexualité. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous pensez? Pardon. Non, je n'ai rien à dire là-dessus. Bon, bien sûr qu'on ne se reproduit pas homosexuellement, mais je vois pas pourquoi on ne le ferait pas. Ça ne me gêne pas. Moi, je suis vraiment hétérosexuel. Alors ça, je tiens à prévenir les auditeurs. Hein. Je n'ai aucune pulsion, même vers vous, qui est plutôt beau à regarder. Mais ça vraiment, je n'ai aucune attraction pour le sexe du même côté, si j'ose dire. Bien. Qu'est-ce que vous pensez des travaux de Hébert-Simon sur la prise de décision par des ordinateurs et en général du concept de l'intelligence artificielle dont parlent les automaticiens? Je suis très inculte, je ne connais pas Herbert-Simon. Par contre, l'intelligence artificielle, on s'en occupe beaucoup actuellement. Il y a des travaux dans tous les grands journaux, Science, Nature, etc. Actuellement, c'est la grande mode. Mais j'écris il y a déjà peut-être 20 ans que pour faire une intelligence artificielle, il faudrait quelque chose... Si vous voulez, les ingénieurs, sont les ingénieurs électroniciens ou pas, copient des fonctions. Il est facile d'avoir une mémoire sans doute meilleure que celle de l'homme. On peut même imaginer des systèmes associatifs qui permettent, à partir de ce qui est engrammé dans la mémoire, de créer des choses nouvelles. Et en réalité, ce que l'homme n'a pas encore fait, et c'est pas demain la veille, c'est d'une part de créer une motivation, la motivation de l'ordinateur. Il faudrait qu'elle soit de maintenir en vie d'ordinateur, en tant qu'ordinateur, et ceci de le faire de la molécule à l'ordinateur tout entier. Lorsqu'on fera des machines dont la seule but, la seule raison d'être sera d'être machine et de fonctionner pour se maintenir en tant que vie de machine, à ce moment-là, on aura fait quelque chose qui sera de l'intelligence artificielle. Actuellement, on copie des fonctions, c'est tout. On peut copier la mémoire, on peut copier l'intelligence, on peut copier tout ce que vous voulez, mais ça n'a rien à voir avec un comportement humain. Enfin, dernière question posée par Gérardo. Pourra-t-on bientôt reproduire in vitro, artificiellement donc, la pensée humaine? Ben non. Bientôt non. Non, on fera des machines qui pourront avoir une meilleure mémoire que l'homme, même être plus sensibles, parce que finalement, n'entendant pas les ultrasons, on peut très bien imaginer une machine qui enregistrera des ultrasons, s'en souviendra. On peut imaginer une machine en plus qui reprendra ses expériences et on fera quelque chose de neuf. Mais ça ne sera pas une intelligence humaine, parce que tout ce que fait l'homme, il le fait pour conserver sa structure d'homme, d'individu. Et ça, une machine ne fera pas encore. Et on ne voit pas que ça soit demain la veille. Hein. Nous en revenons donc au sujet ce soir, à Éloge de la fuite. Ce n'est pas votre dernier livre de généralisation? Oh non, il y en a eu d'autres depuis. D'autres. C'est un livre qui vous a été commandé par votre éditeur? C'est pas exactement... Oui et non. C'est une collection qui était dirigée par l'ancien ministre. À ce moment-là, il n'était pas ministre, c'était Max Gallo, qui a été le porte-parole du gouvernement, et qui dirigeait cette collection, et cette collection était faite de telle façon qu'il y avait un certain nombre de sujets à traiter sur toutes les têtes de chapitres, auxquels chaque auteur à qui on demandait d'écrire un livre dans cette collection devait se conformer. Il devait dire ce qu'il pense, ce qu'il pensait. Il n'y a qu'une chose que j'ai refusée, c'est l'autoportrait, bien sûr, mais le reste, c'était l'amour, l'enfance, la mort, etc., les autres, une société idéale, la foi, bon. Et il y avait un plan, et il fallait suivre ce plan. C'était amusant, mais ça vous obligeait à parler de choses où vous n'aurez peut-être pas pensé, normalement, à parler. Alors ça commence, parce que le plan donc est imposé par votre éditeur, ça commence par autoportrait, c'est le titre de ce premier chapitre. Il y en a 18 dans le livre, et je dois dire que si
si c'est un peu artificiel comme structure, il faut bien reconnaître que ça facilite largement la lecture. Oui. Parce que les 18 chapitres comprennent chacun quelques 15 pages à peu près, et on peut les lire et les relire tranquillement, et on suit quand même plus facilement. Merci, les lire et les relire, c'est très flatteur. Non, c'est pas flatteur du tout, c'est parce qu'on a du mal à comprendre. Ah bon. Putain, Les vaches, les salauds, là. je plaisante. Alors, ça commence par un autoportrait. Vous êtes consciencieux, si je comprends bien. Et cet autoportrait, vous en profitez pour dire que vous n'avez aucune envie d'en faire un parce que quoi déjà? Pas parce que je suis biologiste des comportements et que je prétends que toutes les mémoires et tous les bouquins dans lesquels on parle de soi sont des falsifications, des impostures. Ça correspond à l'image qu'on veut donner de soi bien aux sûr, autres. je ne voulais pas faire un bouquin en disant voilà, je suis un France-Salaud, hein, je suis né d'une mère, j'allais dire bretonne, parce que vous êtes breton, faut bien être vache de temps en temps. Vous auriez pu dire vendéenne si tu étais très méchant. Parce que vous êtes vendéen. Oui, bon, mais non, d'une mère boiteuse et d'un père alcoolique. Et puis vraiment, puis alors, je suis vraiment un dégueulasse. Vous ne direz pas ça dans un livre quand vous ferez votre autoportrait. Vous direz je suis grand, je suis beau, je suis intelligent, aimez-moi, parce que qu'est-ce que vous voulez, c'est qu'on vous aime. Donc votre autoportrait, ce sera fait pour qu'on vous aime. Et tous les mémoires, tous, sont faits à la grande gloire de celui qui les écrit. Enfin bon, vous n'avez pas, vous en profitez, et finalement c'est logique puisque votre livre est fait pour ça. Vous en profitez pour dire ce que vous savez, ce que vos travaux vous ont amené à connaître, etc. Oui. Et vous avez tout à fait passé sur ce que vous êtes aux yeux des autres, somme toute. D'abord parce que vous vous en foutez, je me permets de le dire, parce que vous le dites souvent aux antennes, ça vous importe peu. Mais enfin, quand même, vous apparaissez un peu comme un personnage de bande dessinée, faut bien le dire. Vous avez Henri Laborie, vous êtes quand même une notoriété, vous êtes un notable dans le domaine scientifique, entendons-nous bien. Vous êtes quelqu'un de très connu, vous êtes quelqu'un d'un peu bizarre, vous expérimentez sur vous-même certains médicaments. À 70 ans, vous n'avez pratiquement pas de cheveux blancs, vous êtes une forme de jeune homme. C'est pour ça que je vous dis que vous ressemblez un peu à un personnage de bande dessinée. Et vous n'imaginez pas, vous ne voulez pas parler pas cochonne, pas cochonne, parce que... Non, je me retiens quand même. Vous vous retenez. Et vous ne voulez pas du tout parler de cette image que vous pouvez, que vous savez donner autour de vous? Ben, je pense que la prochaine fois, nous parlerons peut-être, je ne sais pas si dans les livres que vous avez retenus. C'est un livre écrit par Fabrice Rouleau, qui est l'alchimie de la découverte. On peut changer le programme. On avait prévu Copernic. Ça me permet d'en parler. Les éditeurs me demandaient, 3 éditeurs à la file m'ont demandé d'écrire justement mes mémoires, non seulement scientifiques, mais mes mémoires personnelles sur Gérard. J'ai toujours refusé. J'ai refusé déjà, là, l'autoportrait. Bien. Mais un bouquin sur moi, ça ne m'intéressait pas. Enfin, je crois qu'on en rédige un pour vous. Alors voilà, j'ai dit, moi, je veux bien que quelqu'un le rédige pour moi. Alors c'est un jeune... C'est le comble du narcissisme. Qui s'appelle Fabrice Rouleau, qui est le fils de Rouleau, et qui a été chargé de ça. Et je lui ai demandé d'écouter ce que je lui disais de moi, bien sûr. Mais de voir aussi, il a vu au moins une trentaine ou une quarantaine de personnes qui avaient eu un rôle dans ma vie, que j'avais rencontré à l'époque de mon existence, et qui m'avaient vu avec leur façon de me voir, qui n'était pas la mienne. Et il en a fait quelque chose qui est non seulement la vue des autres, la vue de moi-même, mais la vie de Fabrice Rouleau, qu'il fallait qu'il tue son père. Parce qu'il n'avait pas réussi à le tuer, le sien. Alors il était son père spirituel, il fallait qu'il me zigouille. Donc il a fait un portrait de moi que j'aime beaucoup parce qu'il n'est absolument pas ressemblant. Je ne me retrouve pas dedans. Mais alors ça m'a permis aussi de... Et là j'ai contrôlé, c'est pourquoi il y a mon nom quand même, parce que l'éditeur l'a voulu, Fabrice Rouleau, on ne connaissait pas encore, c'était son premier livre. Il fallait qu'il y ait mon nom sur la couverture. Alors, j'ai accepté d'une part parce que j'ai contrôlé ce livre sur le plan scientifique. C'est-à-dire, quand il parle de ce que j'ai pu faire scientifiquement, que personne ne connaît finalement, vous savez, c'est l'ibnation artificielle, 38 ans, j'ai une vie de 35 ans de travail et de découverte en plus. Alors là, j'ai contrôlé pour qu'ils disent pas de bêtises. C'est pour ça que j'ai accepté de co-signer, mais c'est Fabrice Rouleau qui a écrit le livre et c'est Fabrice Rouleau qui est en tête. Mais quand même, vous ne voulez pas, pour Radio Libertaire, parler un peu de vous, pas du biologiste. Vous êtes qui? Vous êtes quelqu'un de très riche, quelqu'un de très heureux, quelqu'un de... Ça veut dire que les imbéciles qui sont heureux. Alors je ne suis pas très heureux non plus. Mais heureusement, si j'étais heureux, je n'aurais pas de désir. D'ailleurs, il y a un chapitre sur le bonheur dans les collèges à la fuite. À partir du moment où vous êtes heureux, vous n'avez plus aucun désir, donc vous n'évoluez plus, vous êtes complètement stoppé. Alors, on ne peut pas être heureux.
Quand on a un désir et qu'on le réalise, à ce moment-là, il est mort. Il faut trouver un autre, et on est en perpétuelle recherche de quelque chose. Donc, je voulais dire, je suis riche. Je suis un retraité de la marine, et j'ai vécu toujours payé par l'État au mois. Vous savez, ça tombe à la fin du mois. Je ne suis pas pauvre, je ne suis pas riche. Alors loin de là. Les impôts m'inquiètent d'ailleurs, parce que... Mais en dehors de ça, qu'est-ce que je suis? Je suis un Français moyen, mais qui est... Je dois dire qu'il est assez heureux dans sa peau, finalement, parce que j'essaie d'être très conscient. Non pas que je le disais, je ne suis pas heureux, comme personne ne peut être heureux, loin d'être idiot. Mais qui, dans son métier, son métier lui a appris à se comporter vis-à-vis des autres d'une façon où il essaie, tant bien que mal, de ne pas tuer les autres et de ne pas être tué prématurément. Et c'est pas commode, mais ça demande beaucoup d'imagination et beaucoup de connaissances sur la façon dont fonctionne son cerveau et celui des autres. C'est tout. Radio Libertaire 89.5, téléphone 262 90 51, en compagnie d'Henri Laborie. Ce soir, éloge de la fuite. Et le chapitre suivant, c'est tout simplement l'amour. C'est beau, hein? Quoi? L'amour? Je sais pas, je vais lire un tout début de votre chapitre, et j'espère qu'il y aura des réactions de l'autre côté, du côté de l'auditoire, et vous pouvez téléphoner 262 90 51 pour dire à Henri Laborie ce que vous en pensez. Avec ce mot, on explique tout, on pardonne tout, on valide tout, parce que l'on ne cherche jamais à savoir ce qu'il contient. C'est le mot de passe qui permet d'ouvrir les cœurs, les sexes, les sacristies et les communautés humaines. Il couvre d'un voile prétendument désintéressé, voire transcendant, la recherche de la dominance et le prétendu instinct de propriété. C'est un mot qui ment à longueur de journée, et ce mensonge est accepté, la larme à l'œil, sans discussion par tous les hommes. Il fournit une tunique honorable à l'assassin, à la mère de famille, aux prêtres, aux militaires, aux bourreaux, aux inquisiteurs, aux hommes politiques. Celui qui oserait le mettre à nu, le dépouiller jusqu'à son slip des préjugés qui le recouvrent, n'est pas considéré comme lucide, mais comme cynique. Il donne bonne conscience, sans gros efforts ni gros risques, à tout l'inconscient biologique. Il déculpabilise, car pour que les groupes sociaux survivent, c'est-à-dire maintiennent leur structure hiérarchique, les règles de la dominance, il faut que les motivations profondes de tous les actes humains soient ignorées. Leur connaissance, leur mise à nu, conduirait à la révolte des dominés, à la contestation des structures hiérarchiques. Le mot d'amour se trouve là pour motiver la soumission, pour transfigurer le principe du plaisir, l'assouvissement de la dominance. Je voudrais essayer de découvrir ce qu'il peut y avoir derrière ce mot dangereux, ce qu'il cache sous son apparence mielleuse, les raisons millénaires de sa fortune. Retournons aux sources. Alors Henri Laborie et la poésie dans tout ça? Mais la poésie, j'ai vu aussi un grand chapitre sur la poésie, peut-être, puisque vous l'avez retenu, dans Copernic n'a pas changé grand-chose. Effectivement, dès qu'il y a le mot d'amour, ça rime avec toujours, d'ailleurs, et au bout d'un alexandrin... Avec calembour aussi. Oui, mais enfin c'est moins utilisé quand même, comme rime. La poésie, c'est pas ça. La poésie, c'est une création. L'amour, on reproduit. Et non pas dans la partie cochonne du terme. Non, parlons d'autre chose. Non, mais on ne fait que répéter des slogans, ce que j'ai dit, ce que vous avez lu là. Ensuite, j'explique pourquoi. C'est comme ça. J'explique que quand dans un environnement, il existe des êtres ou des choses avec lesquels on est bien, on se fait plaisir. Ce qui n'est pas ça, il y a aussi un chapitre sur le plaisir. Et c'est pas ça le plaisir. Et simplement l'équilibre biologique. Bien. Et ben à ce moment-là, on veut le garder pour soi, parce que si un autre veut le prendre, on se sent frustré. On n'a plus dans sa possession. Et l'amour, c'est lié à la possessivité, à la notion de propriété, à l'apprentissage. Mais ça n'a rien de transcendant, ça n'a rien de...
à la limite, comme c'est une expression très à la mode actuellement. Hein. Bon, tu vois, à la limite, bien. À la limite... Je vois ce que tu veux dire. Ce que tu veux dire, bon. À la limite, il y a l'amour de l'espèce, mais l'espèce, ça se touche pas. Tandis que la femme qu'on aime, si on vous la prend, ça se touche, la femme. Nous sommes des hommes, c'est pour ça que je parle. La femme, bon, l'homme qu'on aime pour une femme. Je me méfie toujours de la scène de la féministe de service. Donc, la femme qu'on aime pour un homme, c'est l'objet gratifiant, c'est ce qui vous fait plaisir, ce qui vous permet de satisfaire vos envies. Bien. Mais c'est assez terre à terre. Il y a un poème de Verlaine, je ne pense pas que je cite là-dedans, mais poème de Verlaine qui m'a toujours très enthousiasmé, parce que comme quoi le poète, vous me parlez de poésie, comme quoi un poète peut toucher les choses les plus profondes de la biologie contemporaine sans le savoir, parce que Verlaine ne savait pas. Il y a un poème de Verlaine dans lequel il dit « Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme que j'aime et qui m'aime et que j'aime et qui n'est jamais ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, et m'aime et me comprend. » Mais de ça, ce qu'il décrit, ce que j'essaie de dire là-dedans, c'est que la femme qui n'est jamais ni tout à fait la même, ni qui m'aime et me comprend, c'est imaginaire. Bien sûr qu'il y a des modèles, mais ces modèles sont toujours imparfaits. Et à partir du modèle, on crée une structure imaginaire. En artiste, on crée une œuvre. On crée une œuvre, et bien, mais surtout, ne pas essayer de faire coller l'œuvre, la création, avec le modèle. Quand je reprends là-dedans, alors je le dis, on nous a très souvent dit que, je ne sais même pas s'il ne l'avait pas dit lui-même, d'ailleurs, De Gaulle aimait la France, il considérait les Français comme des abrutis. Bien. Parce qu'il avait un modèle de la France qui était quelque chose qui n'avait rien à voir avec ce qu'étaient les Français. Et pourtant, sans les Français, il n'y a pas la France, comme le disait Pierre Dac. Alors la Pierre Dac disait, la France sera toujours la France, parce que, faut caricaturer De Gaulle, parce que si la France n'était plus la France, les Français ne seraient plus les Français. Vous voyez, ça, évidemment, on peut aller très loin. Mais en fait, c'est ça le problème. C'est que la caractéristique de l'homme, c'est justement dépasser ses envies pour faire un désir. Et le désir, c'est l'imaginaire. C'est la création de quelque chose qui n'existe pas, qu'on essaie de trouver, et qu'on ne trouve jamais. Mais alors, on multiplie les expériences, et finalement, on a, avec des expériences variées, on peut créer quelque chose. Mais aimer votre prochain, c'est facile. Le prochain, de temps en temps, si, quand c'est la belle-mère, c'est pas facile. Mais, encore que la belle-mère, je la prends comme type caricatural. Mais, si c'est le petit chinois qui est bord du Yangtze et qui est en train de vivre dans la boue et dans le maghrébin ou l'homme du sel, on l'aime bien sûr, on l'adore, hein, parce qu'on est humaniste ou on ne l'est pas. Bon, mais on s'en fout qu'il crève, qu'est-ce que ça peut vous fiche, hein, si c'est un de vos enfants, alors là ça devient différent. De vos enfants, parce qu'ils sont à vous. Vous croyez que vous allez vous prolonger, hein, à partir de quelques acides désoxyribonucléiques, vous allez tromper la mort dans une descendance qui vous continuera, vous dépassera même, Bon. Mais là encore, c'est d'un narcissisme désespérant, c'est d'une vulgarité, dirais-je, étonnante. C'est souvent d'un dérisoire grâce à votre ville. Oui. Enfin, à la troisième génération, c'est les acides ribonucléiques qui sont sortis de vos testicules, ou le verre de la femme qui vous les a fait, d'ailleurs, parce que c'est toujours la femme qui vous les fait avant. Non, excusez-moi, c'est qui me les donne. Qui vous les donne, oui. Elle m'a donné, oui, c'est ça. Ah non, mais il faut ce qu'il faut quand même dans un système. Enfin, tout de même, si, en me posant en candide libertaire, je vous parle d'amour libre, et que je dise à une femme, tu m'aimes, je t'aime, aimons-nous donc, et fais ce que tu veux, et je fais ce que je veux. Bah alors, je veux bien. Mais vous si c'est vous qui le dites. Moi, oui, mais vous n'y croyez pas. Parce qu'il y a quand même la réalité quotidienne. Non, il y a beaucoup de choses. J'y crois, mais on est dans... C'est toujours la même chose, je vous l'ai dit, je crois, les fois précédentes, j'ai eu l'occasion de le dire. Nous sommes dans une société qui crée dans votre système nerveux des jugements de valeur. Même si vous savez que ce sont des jugements de valeur, les autres ne le savent pas. Alors, être cocu, c'est pas agréable. Bon, bon, ça passe, c'est pas... Mais l'image que vous donnez aux autres est une image qui est dérisoire à ce moment-là. Et c'est peut-être plus pour la détérioration de votre image de marque que vous êtes fait vous-même que pour le fait de ne pas laisser participer un autre à votre objet gratifiant, et ça c'est culturel.
c'est parce que vous faites une image vraiment idéale de vous-même et vous imaginez que la femme qui vous aime doit vous admirer, vous aimer et ne pas trouver mieux ailleurs. Donc si elle trouve mieux, c'est que vous avez l'air d'un couillon, quoi. Et alors c'est pas agréable de passer pour un couillon. Mais les autres ne considéreraient pas que vous êtes un couillon parce que vous êtes cocu, mais ça pourrait se passer tout aussi bien. Mais il y a tout un ensemble culturel qui vous entoure et dans lequel vous êtes inséré. Voilà, alors c'est ce que vous appelez tout au long de vos œuvres la niche environnementale. Oui. Mais lorsqu'un homme et une femme, bon, on ne va pas rentrer dans le détail, ou deux hommes ou deux femmes, enfin on n'est pas là pour parler Ou de trois ça hommes ou pour trois femmes, l'instant. c'est bien. Oui. Voilà, ont la même niche environnementale. Oui. C'est l'image de l'amour parfait tel qu'on le connaît. Seulement il vient un moment où ces images ne se superposent plus Ah oui. et ne font que se recouper, et c'est Oui. le cas le plus fréquent. Oui, bah oui, mais pour la bonne et simple raison que déjà, quand un homme et une femme se rencontrent et s'aiment, comme on dit, ils ont déjà toute une histoire dans leur système nerveux qui est différente. Elle n'est pas la même. Donc ils ont vécu dans une niche environnementale qui, lorsqu'elle se rencontre, est différente. Et quand elle se rencontre, bon, il se trouve qu'à un moment donné, ça colle. Mais il ne faut pas essayer de forcer, à mon avis, il ne faut pas essayer de forcer la cohésion. Il est possible que pour un rien, pour un détail, la niche environnementale, le codage nerveux de l'un ne coïncide pas avec celui de l'autre. Alors, faut essayer de comprendre, il faut pas... hein. Et il faut enseigner l'autre. Il ne s'agit pas de... J'allais dire pardonner, c'est très judéo-chrétien. Il ne s'agit pas de pardonner ou pas pardonner. Il s'agit de comprendre l'autre et d'essayer de l'entraîner dans votre niche environnementale, l'empêcher de sortir de votre niche. C'est tout. Alors si vous y réussissez, tant mieux. Si vous ne réussissez pas, mon Dieu, tant pis. Vous n'avez pas été assez habile. Si vous me permettez de piquer une petite banderille sur le dos de Laborie, Oui, mais allez-y, je suis un taureau. j'en connais un qui n'est pas le dernier à avoir parlé d'amour en termes que vous récusez, somme toute. C'est Jésus-Christ. Quelqu'un quand même qui revient assez souvent, épisodiquement, dans vos œuvres. Oui, alors... je ne sais pas s'il a parlé là-bas. Il a parlé finalement dans un terme, c'est ceux qui ensuite ont interprété. Il a parlé de connaissance. Je cite d'ailleurs un certain nombre d'exemples. D'ailleurs, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Si vous ne le connaissez pas, vous ne l'aimez pas. C'est pas possible. Bon. Donc, quand il est avec Marthe et Marie... Attendez, c'est un point de vue biologiste, ça, c'est pas, bien sûr. c'est pas un point de vue de chrétien. Ah non. On est d'accord. Non, vous ne pourrez pas aimer de bagnole si jamais vous avez vu de votre existence. On est Vous n'allez d'accord. pas désirer, avoir envie, parce que c'est pas désir. On vous la montre, donc vous n'inventez rien. Mais vous ne pouvez avoir envie d'une bagnole si vous ne savez pas. Vous auriez demandé, je le dis souvent, vous auriez demandé à un homme du Paléolithique ce qu'il voulait pour être heureux, il ne vous aurait pas demandé une R16, il vous aurait dit un ours avec un peu de feu pour le faire cuire. C'est évident. Bon, donc on ne peut aimer que ce qu'on connaît. Bien. Alors, ce qu'il a développé, lui, c'est la connaissance. Quand Marthe est en train de faire la cuisine, c'est une brave ménagère qui se dévoue pour le bien commun, hein, pour le Christ, pour les gens qui sont là, elle est près de ses chaudrons. Puis il y a l'autre, la Marie, qui est à ses pieds et qui l'écoute. Il écoute la parole, et elle écoute, elle essaie d'avoir une connaissance, la connaissance. Il n'est pas question, il n'a pas dit, sur les acéros sur la montagne, il n'a pas dit heureux les amoureux, il a dit heureux les pauvres en esprit, les gens qui ont l'esprit de pauvreté, heureux ceux qui ont soif et faim de justice, heureux. Il n'a pas parlé d'amour. Il a parlé d'une connaissance, d'une compréhension de l'autre. Aimez-vous les uns les autres, c'est venu après alors Ah ouais, alors ce là, slogan aimez-vous fameux. les uns les autres comme vous vous aimez vous-même, c'est ça le plus génial. Évidemment, on a tendance à vous dire aimez-vous les uns les autres, mais c'est pas ça simplement. Aimez-vous les uns les autres comme vous vous aimez vous-même. C'est parce que vous vous aimez que vous aimez les autres. Et si votre objet gratifiant est gratifiant, c'est parce qu'il vous fait plaisir à vous. Hein, ça, faut bien le comprendre. Il y a rien, c'est pas trivial. C'est pas transcendant non plus. Les choses se contentent d'être. Et c'est nous qui leur donnons une valeur. C'est tout.
Vous en êtes quand même un sacré, hein, parce que vous êtes défini comme agnostique, s'il fallait une étiquette. La dernière fois, on vous découvre, pour ceux qui ne le savaient pas, quelque peu chrétien, même de manière non orthodoxe. Ah non, on ne découvre pas, je le dis là-dedans. Sans jouer sur les mots. Non, mais j'ai dit que le Christ est pour moi un ami, que je... Voilà. Alors, on y reviendra de toute façon, tout à l'heure, dans cette émission, au chapitre de la foi. Oui, alors, pour en revenir à l'amour... Oui. Et l'amour, selon un sketch assez fameux, quel est, ne me dites surtout pas, mais je ne suis pas un gourou, je ne vous donnerai pas de recette, quelle est quand même, selon vous, parce que vous en avez une, de recette, quelle est la solution, somme toute? Est-ce toujours fuir, mais comment, à deux? Bah, je ne peux pas vous dire, là, je le répète, alors là, justement, je ne suis pas gourou, je pense que c'est une invention. Mais vous avez peut-être une plage quand même de comportements que vous avez pu trouver et où vous vous dites que là c'est possible d'aller à deux. Oui, mais à deux, qu'est-ce que c'est qu'à deux? Je dis aussi dans un autre chapitre qui s'appelle Les autres que nous ne sommes pas nous, nous sommes tous les autres, les vivants et les morts, et que on n'est pas deux. Quand on est deux, on se croit deux, on a tout son passé, tout ce qu'on a appris, et tous ceux qui sont morts, tous ceux qui ont fait la culture dans laquelle vous naissez, vous vivez, donc on n'est jamais deux. On est toujours à plusieurs, à des multitudes. Alors, sans solution? Je pense que s'il y avait une solution, ça serait triste. Il n'y aurait plus besoin de chercher. Et il n'y aurait plus besoin, je fais souvent le rêve étrange et pénétrant d'une femme qui m'aime, que j'aime et qui m'aime, et qui n'est jamais tout à fait la même. Ça serait plus la peine. Mais alors, bon, c'est ça, la création journalière de quelque chose d'autre. Et alors, excusez-moi, je suis un petit peu troublé par des questions que je suis en train de lire tout en vous écoutant. Allez jusqu'au bout. Vous ne m'écoutez pas, vous lisez vos questions. Si, je peux vous répéter. Bon, s'il y avait une solution, ce serait quand même un peu triste. Oui. Alors, je vous les livre en vrac. Des auditeurs qui demandent que vous développiez lorsqu'on est heureux, on n'a pas de désir. On y reviendra au chapitre. Oui, oui. Au chapitre bonheur, je crois, hein, c'est ça. Tout à l'heure, une réflexion comme ça d'auditeur. Si on ne peut aimer que ce qu'on connaît, alors on ne peut aimer rien ni personne. Qu'est-ce que vous en pensez? On ne peut aimer rien de... Rien ni personne. Parce qu'on ne connaît rien. Si on ne peut aimer que ce qu'on connaît, alors on ne peut aimer rien ni personne. Je suis assez d'accord, d'ailleurs, c'est pas mal comme question. Parce que on ne connaît rien. C'est vrai qu'on ne connaît rien. Mais on croit connaître. Et c'est avec cette prétendue connaissance que l'on est amoureux. Vous ne connaissez jamais l'objet de votre amour. C'est pas possible. Lui-même ne se connaît pas. Vous croyez que je me connais, moi? Et vous croyez vous connaître? Vous êtes bourré depuis votre naissance d'inconscient. Vous parlez inconsciemment. Vous vivez vos gestes. Tout est inconscient. Ah, ça suffit. Non, mais c'est vrai, j'y reviens. Puis tout à l'heure, on fait blablabla. Hein. Vous croyez qu'on pense, qu'on est conscient de la façon dont on arrange les phonèmes, les bonèmes, etc. pour faire une phrase. Là, un petit truc, on veut faire passer un petit signifié, c'est-à-dire une sémantique, mais c'est tout à fait... Oui, mais enfin, quand vous parlez de l'amour et que vous écrivez sur l'amour, ça vient pas comme ça totalement de la conscience, ça vient quand même de certaines recherches, de certains travaux, de certaines observations. Exactement, reproductible. Voilà, c'est le seul avantage. Expérimental, donc. Expérimentalement, je sais... Enfin, on commence à savoir comment est foutu un cerveau humain, et on voit ce que... un enfant qui vient de naître ne veut pas aimer. Il faut bien qu'il ait appris, qu'il ait connu quelque chose. Pour aimer, il faut connaître. Un enfant qui vient de naître, il pompe son biberon au sein de sa mère, mais il aime personne, il n'est même pas sorti de lui-même. Il croit qu'il est l'univers, il est dans ce que les psychiatres appellent son moi-tout. Parce que ça s'apprend, ça aussi, tout s'apprend. Alors, comment voulez-vous qu'il aime? Il aime à partir du moment où il a du plaisir à téter le sein de sa mère, à toucher sa mère, la peau de sa mère, l'odeur de sa mère, la voix de sa mère, etc. Et quand il s'aperçoit que la mère est la femme a des rapports qu'il ne comprend pas très bien, mais avec un moustachu, il a l'impression qu'on va lui prendre son bien gratifiant, il lui fait plaisir, ce qui est depuis sa naissance, et sa mère ou la personne avec qui s'est occupé de lui, parce que c'est pas obligé que ce soit la mère. Et à ce moment-là, il découvre l'amour, bien sûr, la haine, la jalousie, l'Édipe, tout ça, c'est la même sauce. Mais c'est parce qu'il a appris. C'est la motivation première, finalement, dans l'amour, c'est narcissiquement, de retrouver ce moi-tout dont vous venez de parler. Oui.
Oui. D'un point de vue. Oui. Non, mais c'est évidemment un point de vue. Mais ça dépend de l'époque de la vie d'un individu. Donc, quand il sort de son moitou, effectivement, et qu'il s'aperçoit que, ce que Freud appelait, avec une intuition assez géniale, il faut le reconnaître, ce que Freud a appelé le principe du plaisir, il l'a dès que... Non, à la naissance, c'est pas le principe du plaisir. Il se met à gueuler parce qu'il était bien peinard au chaud dans son liquide amniotique, puis brusquement il sort, hein, puis il faut qu'il respire tout seul. Au lieu d'avoir le sang qui lui arrive par le cordon ombilical, il faut qu'il se débrouille tout seul, faut qu'il tète. Il a un boulot extraordinaire, et il sait pas du tout qu'il a à le faire, parce qu'il sait pas qu'il est, lui. Il faut qu'il se limite dans l'espace, et à la naissance, il n'a pas encore ce qu'on les physiologistes nous appelons le schéma corporel. Il sait pas, ça s'apprend. Bon, ça demande 2 ans ou 3 ans. Vous vous souvenez pas d'ailleurs de cette période primitive, parce que justement vous ne saviez pas que vous étiez dans un environnement différent de vous. Bien. Alors quand il s'aperçoit que, et en général on s'occupe de lui, il est bien dans sa peau, et quand il s'aperçoit brusquement que lui c'est pas sa mère, le stade du miroir de Lacan par exemple, enfin il y a tant d'autres exemples, que devant la glace, la femme porte le gosse, et puis il regarde, puis il s'aperçoit que c'est lui, qu'il sourit, c'est lui qui sourit, puis que sa mère, c'est pas lui. Alors là, c'est un désastre. Parce que ne pas être ce qui était son objet gratifiant, dans lequel il était inclus, c'était lui. Bon, alors à ce moment-là, il s'aperçoit que le principe de plaisir dont il dépend entièrement devient un principe de réalité. Et que cette réalité, il ne peut pas la commander. Radio Libertaire, toujours éloge de la fuite, en compagnie de Henri Laborie. Nous sautons, faute de temps, quelques chapitres qui sont pourtant assez importants. Une idée de l'homme, l'enfance, les autres, pour en arriver à la liberté. Vous nous avez quelque peu allumé, je dirais, le mercredi dernier, en nous disant qu'il n'y avait aucune liberté et nulle part. Sur cette antenne, ce sont des choses qui font sauter. Oui, mais j'y peux rien. Hein, moi, ça, justement, si vous êtes vraiment libertaire, vous admettrez que je puisse avoir une opinion différente de la vôtre. Mais vous êtes là encore ce soir. Non, ce que je crois, c'est que la liberté, je le dis souvent, la liberté commence où commence l'ignorance. À partir du moment où vous connaissez les lois qui... vous n'êtes plus libre, vous êtes bien forcé de vous soumettre à ces lois. Et c'est un terme dangereux quand même, on a fait tuer des millions. Quand je dis des millions, je suis sans doute au-dessous de la vérité. Depuis le début des temps, au cri de liberté, on a fait zigouiller des quantités de gens. Et quand on commence à comprendre comment une personnalité humaine est bâtie, comment elle fonctionne, on s'aperçoit qu'il est bien difficile de croire à une liberté. Alors, c'est un terme dangereux en plus. Je crois même avoir eu déjà l'occasion de le dire ici. C'est un terme dangereux parce que qu'est-ce qui est libre? L'ouvrier n'est pas libre, c'est le patron et le cadre supérieur qui est libre. Et bien sûr, ils ont... Bah si, mais alors non, mais bon. Dites-leur qu'ils ne sont pas libres. L'ouvrier dira je suis pas libre, moi je veux conquérir ma liberté, mais le patron dira moi je suis libre. Hein. Puis le cadre supérieur aussi, bien. Donc vous voyez déjà ce que c'est suspect comme terme. D'autre part, s'ils sont libres, ils sont responsables. L'ouvrier n'est pas responsable, il obéit. Tandis que le patron ou le dominant, si vous voulez, il est responsable parce qu'il est libre. Et s'il est responsable et qu'il réussit son ascension hiérarchique, il sera récompensé. Récompensé, remarquez bien, sa liberté consiste à être conforme à ce que la socioculture attend de lui. Si à ce moment-là, s'il n'était pas conforme, il ne serait pas récompensé. Et j'ai dit souvent aussi que, je dû le dire ici aussi, que j'aime beaucoup cette comparaison que le PDG et le clochard sont libres
d'aller se coucher sous les ponts, mais avec le cochard qui en profite. Pas le PDG. Bon. Et alors on tombe sur une notion qui est celle... C'est vraiment parce que vous voulez à tout prix évincer le terme liberté. Non, attendez, j'y arrive. Non, j'essaie de l'amputer de tout ce samigondi, de cette soupe de jugement de valeur. Et puis on verra après ce qui reste. Bon, on débouche sur l'intolérance, parce que si vous êtes libre, vous n'avez pas choisi librement l'erreur, vous choisissez la vérité. Bien, l'autre est libre, il choisit l'erreur, il n'est pas d'accord avec vous. Donc, il a choisi librement l'erreur, donc il reste qu'une chose, c'est qu'il faut le tuer. Bien. Alors, l'intolérance, elle est là, elle est dans cette notion de liberté. Si vous savez que vous n'êtes pas libre, non seulement d'agir comme vous le faites, de penser ce que vous pensez, vous savez que vous avez conscience, si vous savez que vous êtes bourré uniquement de préjugés, de lieux communs, de jugements de valeur qu'on a foutus dans votre crâne depuis votre naissance et dont on n'arrête pas à vous dépatouiller. Que l'autre est dans le même cas que vous, quelle que soit sa classe sociale, quel que soit son rôle, sa fonction, il n'est pas plus libre que vous. À ce moment-là, vous devenez tolérant. Mais sans ça, c'est pas ça la liberté. Alors, si on veut appeler liberté, moi je vois pas pourquoi on conserve le mot d'ailleurs, enfin, liberté chérie, si on conserve le terme de liberté pour ce qui est propre à l'homme, à savoir la possibilité d'imaginer des structures nouvelles, des comportements nouveaux, en face des processus anciens, des automatismes culturels, à ce moment-là je veux bien. Mais même ce processus imaginaire, il est motivé, vous n'imaginerez pas quelque chose si ça ne vous intéresse pas. Vous n'êtes pas intéressé. Intéressé, c'est votre survie qui est en cause. Votre survie, elle est très camouflée. C'est votre bien-être, nous en parlons tout à l'heure, c'est le principe du plaisir freudien, etc. Bon. Et puis, il faut que, pour imaginer, il faut avoir appris. Un enfant qui vient de naître ne peut rien imaginer parce qu'il n'a rien appris. Et si vous apprenez, c'est encore très peu libre, puisque c'est la socioculture, c'est votre environnement, ce sont les autres. On a passé sur les autres. Vous n'avez dans votre système nerveux que les autres. Un enfant qui est en dehors de tout milieu social ne devient jamais un homme. Donc, c'est entièrement déterminé par les autres, ce que vous êtes. Et quand vous mourrez, c'est les autres que les autres ont mis dans votre exceptionnel, unique. Chaque homme est unique. Mais c'est ce que les autres ont mis dans ce coin d'espace-temps qui est votre système nerveux, depuis votre naissance, qui meurt. Et quand vous perdez un être cher, c'est aussi l'autre qui était inclus dans votre système nerveux et qui maintenait votre équilibre biologique, votre plaisir. C'est l'autre. Vous avez une amputation de cuisse sans anesthésie. C'est vous que vous plaignez, c'est pas l'autre qui est mort. Hein, c'est la souffrance que vous éprouvez, c'est la souffrance de perdre quelque chose auquel vous étiez lié par le plaisir, par l'attachement, par l'habitude, par tout ce que vous voulez. Bon. Il suffit de le savoir, ce n'est ni bien, je le répète une fois de plus, je le répéterai jamais assez, les choses se contentent d'être. Elles sont ni bien, ni mal, ni belles, ni laides, elles sont simplement, ce sont les jugements de valeur que nous leur donnons, et toujours par rapport à nous, ou par rapport au groupe social dans lequel nous sommes inclus. Quand vous savez ça, prenez une certaine distance avec les événements de la vie, et vous savez que vous n'êtes pas libre. La liberté, c'est quand même peut-être une possibilité d'échapper à quelques-uns, sinon à tous, on peut rêver, de ces déterminismes. En les utilisant, bien sûr. Je le reprends parce que je ne vais pas chanter à chaque fois, je l'ai dit 100 fois, ça m'ennuie d'ailleurs au bout d'un certain temps de répéter toujours la même comparaison. Mais j'ai dit souvent, que je même le dis dans le film de René, que vous n'irez pas sur la Lune si vous ne connaissez pas les lois de la gravitation. Si vous ne connaissez pas les lois de la gravitation, là, vous ferez comme Ika, vous mettrez des ailes dans le dos, vous casserez la gueule. Bon. Mais à partir du moment où vous connaissez les lois de la gravitation, vous obéissez aux lois de la gravitation, vous allez sur la Lune. Parce que vous imaginez la façon de pouvoir utiliser ces lois pour vous sortir de l'attraction terrestre. Mais tout notre comportement n'est que ça. Si nous n'inventons pas chaque instant de notre vie par rapport aux déterminismes auxquels nous sommes soumis, si nous ne sommes pas créateurs à chaque... Et pas créer, c'est pas simplement créer de la peinture, de la musique, de la poésie, etc. C'est créer sa vie quotidienne par rapport aux autres. Et c'est tout. Alors là, est-ce que c'est une liberté? Non. Je ne veux pas puisqu'elle est motivée par un déterminisme biologique foncier, elle ne peut s'exercer qu'avec un apprentissage. Et plus vous aurez appris de choses, plus vous serez libre,
d'utiliser ça, si vous ne restez pas automatisé parce que vous avez appris, si vous ne pensez pas que c'est la vérité, si vous le remettez en question sans arrêt, à ce moment-là, vous serez peut-être libre d'imaginer quelque chose, mais ce ne sera pas gratuit, jamais gratuit, c'est pas libre. Venons-en pragmatiquement aux structures qui régissent la vie sociale actuellement. Elles sont, selon nous, libertaires, très, très, très coercitives. N'y a-t-il pas une part de liberté dans le projet ou dans l'exécution de ce projet, comme on a pu le connaître historiquement en Espagne 36-39, etc., que de casser les structures autoritaires qui régissent notre vie sociale pour en instaurer d'autres, laissant plus large initiative à l'individu? C'est peut-être pour vous ramener le terme de liberté à des choses pragmatiques. Non, je pense que... Non, mais je vous ai raison, je ne vais pas... Au contraire, hein, je suis très peu... Nous vous rejoindrons certainement, je termine, si vous permettez, nous vous rejoindrons certainement dans la démythification du terme liberté, d'accord? La liberté grand L, au nom de laquelle on commet, comme chacun le sait, nombre de crimes. Ce que je voudrais bien faire comprendre, bien sûr, et vous avez raison, on s'aperçoit ce qu'est la liberté quand on l'a perdue. Hein. Mais c'est pas ça le problème. C'est que la liberté par rapport aux autres, oui. D'accord. Mais la liberté par rapport à vous-même. Vous n'êtes pas libre dans vous-même. Vous êtes entièrement automatisé dans vos pensées, dans vos jugements, dans tout ce que vous êtes. Et vous n'êtes pas libre à ce moment-là. Et c'est cette liberté-là qui permet d'avoir la liberté par rapport aux autres. Si vous n'avez pas acquis d'abord cette liberté par rapport à vous-même, par rapport aux autres, c'est-à-dire à ceux qui sont entrés dans votre système nerveux depuis votre naissance, comment voulez-vous être libre à ce moment-là par rapport aux autres? Si vous voulez, je dois parler sur un film, je ne sais pas d'ailleurs si je l'accepterai, je vais voir d'abord les séquences, sur l'un de mes amis cinéastes qui fait un truc sur la prison de la santé. Mais, bien sûr, quand on est en prison, on n'est pas libre par rapport aux autres. Mais, avec un peu d'imagination, on peut être parfaitement libre et manipuler son imaginaire et être en fuite. Il n'y a pas besoin de sortir de la prison pour être en fuite. On peut être en fuite à partir de soi-même, quand on sait ce qu'on est. Oui, c'est une vieille technique de survie pour nombre de prisonniers. Exactement. Je voudrais que l'on revienne à quelques termes. Enfin, je suppose qu'il ne faut pas y voir dans ce que vous venez de dire une justification quelconque de l'enfermement. C'est pas une question que je vous pose. Je voudrais qu'on revienne à une expression que vous avez utilisée tout à l'heure, c'est celle de tolérance et d'intolérance. C'est aussi, comme liberté, un terme qui traîne à son derrière une sacrée crotte. Oui, il est beaucoup plus précis pour moi dans le contenu, disons sémantique pour faire sérieux. C'est plus sérieux. Le contenu sémantique que je mets dans le terme de tolérance ou d'intolérance est beaucoup plus précis. Dans celui de liberté, je peux rien mettre. Bon. Ensuite, tolérance, c'est la possibilité de supporter que le projet de l'autre puisse s'accomplir sans que vous lui interdisiez parce que votre projet n'est pas conforme au sien. C'est ça la tolérance. Bien. Comment voulez-vous le faire à partir du moment où vous êtes persuadé que vous avez détenu la vérité et que l'autre est persuadé qu'il la détient aussi? Pas de moyen. Et vous ne pouvez le dire que quand vous savez que vous êtes entièrement déterminé. Déterminisme, c'est pas la déterminisme de la fin du 19e siècle, c'est pas parce que je soulève ce paquet de cigarettes, si j'ouvre les doigts, il va tomber par terre parce qu'il est déterminé par les lois de la gravitation. Bon, c'est pas ça, la liberté, la déterminisme. Le déterminisme, ça se boucle, et les facteurs sont si nombreux qu'on ne sait pas par quel bout les prendre. Mais ça veut pas dire que ça soit du hasard, ou que ça soit de la liberté. Il n'y a que les physiciens actuellement qui croient découvrir la liberté au niveau des particules élémentaires. Laissons passer quelques années. On a cru les trouver déjà, la liberté dans la cellule, puis ensuite un peu plus en dessous. Maintenant, c'est au niveau de la particule élémentaire. Bon, je veux bien. Mais ça m'étonnerait que depuis le Big Bang originel, il y ait eu quelque chose de libre dans le cosmos. Ça me semble un peu étonnant. Et pour en arriver à vous et moi, et à tous les autres qui nous entourent, à les 4,5 milliards d'individus de la planète. C'est pas rien. Bah oui. Est-ce que vous pensez qu'on peut parler de tolérance à des dominés? À des dominants? Non, à des dominés. À des dominés. Les dominants, eux, en parlent beaucoup, oui. Oui, bien sûr. Bah, comment? Oui, ça vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire que je pense que je suis fondamentalement non violent. J'aime beaucoup le man, j'apprécie énormément l'aspect qui est une violence. La non-violence est une violence aussi.
Mais ce que j'apprécie dans la lutte non violente, c'est la possibilité de faire aboutir, de se faire entendre finalement. J'ai dans la Colombe assassinée, dont on parlera sans doute la dernière séance, j'ai dit un truc qui a pu révolter un certain nombre de personnes. Je dis que, pour moi, j'ai une certaine tendresse pour les terroristes. Et alors, vous voyez que... Vous ne parlez pas de ceux d'État? Non, je parle justement, je l'oppose à celui de l'État. Le terroriste, c'est celui qui... On n'entend plus la parole, on ne l'écoute pas. Il n'est pas conforme, et son projet, il voudrait le faire aboutir, il voudrait qu'on l'entende, qu'on l'écoute seulement, même pas le faire aboutir, qu'on l'écoute. On l'écoute pas. Et il arrive à ce moment-là à être violent, avec une certaine, je dirais presque moi, une certaine aristocratie, parce qu'il n'a pas son nom sur un monument aux morts. La foule ne défile pas devant son tombeau en priant, et alors, il est honni, détesté par tout le monde. Bien. Mais, il n'était pas libre. Oui, non, enfin, en général, c'est un affreux goujat, c'est un affreux jojo. Et en fait, il le fait parce qu'il ne peut pas s'exprimer, il ne peut pas parler. La seule façon qu'il ait de se faire entendre, c'est l'acte violent. Donc, vous voyez, je suis donc... Mais je crois que ça, c'est une erreur aussi. Parce qu'il n'arrivera à rien. Je pense que la façon de faire réaliser, de se faire entendre... Ou allons au fout le camp, oui. Au fout le camp, on devient créateur, mais on ne devient pas terroriste. On fait Schumann, on fait Van Gogh, on fait tout ce que vous voulez, Cantor et les autres. On fout le camp dans l'imaginaire et dans la création. Je pense que l'action violente n'est pas payante, finalement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler, et qu'il ne faut pas essayer de convaincre, de transformer. Mais quand vous voyez que les autres ne nous entendent pas, ça vaut pas le coup. Je vais être très terre-à-terre. Oui, soyez terre-à-terre. Oui. Face à un coup d'État militaire, bien sûr, faut-il se mettre à jouer du violon? À quoi? À jouer du violon ou du piano ou garder les chèvres Je ne me suis jamais trouvé devant un coup d'État militaire. Et Dieu sait s'il y en a eu pourtant. Mais enfin, j'ai trouvé que j'ai fait une guerre honorable, mais je suis un héros de Dunkerque, vous voyez le genre. Et puis ensuite, j'ai fait le débarquement de Méditerranée. Enfin, bref, je ne me suis jamais trouvé devant un coup d'État militaire. Je ne sais pas ce que je ferais. Je pense que je foutrais le camp. Je partirais. J'irais ailleurs. Ça me déplaît. La violence est tellement bête. Ça ne veut pas dire que je prendrais ces gens-là pour intelligents. Je les prendrais plus pour plus con que moi-même. Mais je ne peux pas sentir que cette violence est pour faire aboutir un projet différent de celui qu'on veut m'imposer. Je préfère foutre le camp. Alors justement, j'en arrive à une question d'auditeur. Comment se fait-il que certaines personnes puissent accepter la dominance et s'y complaire? Est-ce par aliénation ou y a-t-il même recherche de soumission? Ah bah oui, alors ça c'est une excellente question. Alors là, c'est peut-être la meilleure de toute la soirée. Bien sûr, quand on se dit on se charge de vous, vous occupez de rien, vous aurez vos assurances sociales, votre etc. Bon, alors maintenant c'est bien, il y a des périodes de crise comme actuellement où évidemment tout le monde n'est pas. Mais c'est tellement facile de se décharger sur un dominant, sur un pouvoir, de ce dont on a envie, en espérant qu'il va vous le donner. C'est commode. Ça supprime l'angoisse. L'angoisse, je crois qu'on a eu dès la première émission l'occasion d'en parler, c'est l'émission de l'action. Alors, l'émission de l'action, elle peut venir de 36 façons. Elle vient soit parce que vous avez une pulsion puis un interdit qui vous le bloque, soit parce que vous avez un déficit informationnel. Et là, vous avez des déficits informationnels. Vous n'êtes pas économiste, vous faites vos roulements à billes chez Renault, vous ne comprenez rien à l'économie, ou alors vous en connaissez une, l'économie marxiste, parce que vous avez été engrammé de façon à celle-là. Mais Keynes, Galbraith, les autres, vous ne connaissez pas, parce que ça ne rentre pas dans votre signifiant. Bon. Et finalement, vous êtes paumé. Donc vous dites, il y a un gars qui me dit qui sait, lui, qui va me tirer l'affaire. Bon, votre angoisse disparaît, vous lui faites confiance. Et à ce moment-là, vous devenez soumis. Et vous êtes tout heureux d'être soumis parce que votre angoisse disparaît. C'est la même chose d'ailleurs pour la religion telle qu'on la connaît. C'est pareil. C'est parce que on vous dit, écoutez, soyez peinards, on s'occupe de vous dans l'autre monde. Si vous êtes bien gentil, bien conforme, vous aurez le ciel. Bon, à ce moment-là, vous dites, allons-y, quoi.
Est-ce que pour vous, la lucidité, c'est le désespoir? Une autre question je pense d'auditeur. pas, du tout, du tout. Ah non, non, moi je suis absolument pas... moi je ne suis rien, je suis un des individus, des 4 milliards 500 millions d'individus qui peuplent la planète. Je pense qu'être lucide, au contraire, ça donne de l'espoir. C'est-à-dire que, là encore, j'aurais tendance à croire que je détiens la vérité, et je ne le crois pas. Ce que j'appelle être lucide, je pense que tout le monde est lucide, tout le monde se croit lucide. Trouvez-moi quelqu'un qui dit je ne suis pas lucide, et envers moi-même et envers les autres. Alors là, ça court pas les rues. Alors celui-là, faut l'enfermer à la santé, c'est le cas de le dire. Hein. Tout le monde est lucide, tout le monde se croit lucide. Et moi, je me crois parfaitement lucide. Alors là, hein. Mais c'est pas le désespoir, au contraire. La seule chose, c'est que cette lucidité m'éloigne de la bagarre. Je déteste ça. C'est grossier, c'est trivial, et ça n'aboutit à rien. Parce que vous bagarrez contre quoi? Un pouvoir qui a les armes, des armes méchantes. Regardez, qu'est-ce que vous pouvez faire? Rien. Vous baladez avec des fourches comme mes copains vendéens, mes frères vendéens se sont battus, hein, avec des fourches et des faux. Vous vous rendez compte? Bon, ils se sont fait avoir 500 000 morts. Bon, qu'est-ce que vous voulez foutre contre le pouvoir? Vous voulez leur imposer la liberté, l'égalité et la fraternité. En temps 500 000 personnes, ça semblait très fraternel. Et alors c'est ça ce que je veux dire. C'est que vaut mieux foutre le camp, c'est pas la peine de bagarrer. Lorsqu'on a interdit Radio Libertaire, on s'est battu et on a obtenu une plage de liberté qui nous permet d'être ensemble ce soir. Qu'en dites-vous? Ah non, mais si vous... Non, alors là, vous n'avez pas compris le déterminisme tel que je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Ouais, il avait des chaussettes à clous, ce déterminisme. Mais non, si vous avez du plaisir, si votre plaisir, ça vient de la lutte. La lutte. Alors, tout, Final. La lutte. Au final ou pas final, c'est toujours la lutte. Bon, moi je trouve que c'est grossier la lutte. Hein. Même le judo et le karaté, je trouve pas ça. Bon, ça m'enthousiasme peut-être. C'est une certaine élégance, je veux bien. Enfin, vous vous battez pas contre les mitrailleuses ou les machines, les matraques des agents en karaté. En général, il n'y a pas de gens suffisamment nombreux pour en les prenant à refaire. Oui, d'accord. Mais enfin, faut-il encore que vous connaissiez le karaté. Bon, ça s'apprend. Hein, puis vous soyez honneur de judo. Bon, donc finalement, vous êtes toujours couillonné. Le pouvoir détient les armes et la puissance. Donc faut attendre qu'il passe, il est en général pas éternel ce pouvoir, il se casse la gueule très rapidement. Radio Libertaire 89.5, standard 262 90 51. Henri Laborie, tout à l'heure, vous nous avez dit que lorsqu'on est heureux, on n'a plus de désir, et un auditeur aimerait voir développer cette affirmation. J'aurais peut-être dû d'abord préciser ce que j'entends par désir. Je l'ai dit d'ailleurs, mais c'est pas dans la conversation, que je distingue de l'envie. Pour me faire comprendre, je dirais par exemple que on ne désire pas une femme, on entend toujours, c'est une femme on la désire pas. Et on en a envie. Ce qu'on désire, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est quelque chose d'imaginaire, et c'est le Verlaine de tout à l'heure. C'est dans ça où le poète peut arriver à dire des choses dont il ne connaît pas les mécanismes, et qui sont absolument étonnantes et géniales. Donc, le désir, ça obligatoirement fait appel à l'imaginaire. Quand vous êtes heureux, comment voulez-vous imaginer, ou alors là vous êtes vraiment maso, hein, vous imaginez la façon de ne pas être heureux. Hein, vous vous contentez de ce que vous avez, qui vous fait plaisir. Et à ce moment-là, vous n'imaginez pas, donc vous ne désirez plus. Et vous pouvez, justement. C'est-à-dire que, à partir du moment où vous êtes heureux, il faut désirer autre chose. Hein, ou améliorer dans ce que vous avez obtenu, allez un peu plus loin encore, et imaginez autre chose que ce que vous avez. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec la liberté? Vous disiez que lorsqu'on arrive à un degré de connaissance, on n'est plus libre, parce qu'il y a tellement de lois auxquelles il faut se soumettre, qu'il faut attendre d'arriver à un degré d'ignorance pour recommencer à espérer être libre. Et je dirais plus... Ce qui est un leurre. Oui, mais je dirais plus, c'est que c'est vraiment être un homme. La seule chose qui distingue l'homme de l'animal, c'est pas les pulsions, ils sont les mêmes, c'est pas la mémoire.
il y a le langage, mais le langage déjà vient du cortex orbitofrontal, gauche pour les droitiers. Mais en fait, ce qui distingue l'homme, c'est la possibilité justement de sortir de ses automatismes par un processus imaginaire. Et alors évidemment, quand vous êtes heureux, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole des nations, l'imbécile heureux. Il est heureux parce qu'il est idiot et qu'il n'a plus de désir, il ne peut pas imaginer autre chose que ce qu'il a. C'est ça ce que je voulais dire. Nous avons passé nombre de chapitres d'éloges de la fuite et nous en arrivons... C'est un livre intéressant. C'est le vôtre, oui. Et on en arrive au chapitre le travail. Oui. Je pense que c'est très important parce que... Bon... Quoi, de travailler? Non, justement pas important de travailler. Attendez, de quel travail s'agit-il? Voilà. Je vais partir des choses les plus simples. Et j'espère que, bien que je n'ai pas de dessin à fournir, ça viendra, à la radio. RTL, Radio Télé Libertaire. Bon, alors là, à ce moment-là, vous m'inviterez avec un tableau, c'est beaucoup plus compréhensible. Bon. Promis. Imaginez, c'est facile à imaginer, vous avez un foie. Ça, comme moi. Bon, si vous n'aviez pas, bien que pourri par l'alcool, je veux bien. Hein, vous êtes breton. Bon. Ce n'est pas que de l'imagination, rassurez-moi. Non, mais vous prenez une cellule de ce foie, encore très simple, et vous la mettez en culture. C'est-à-dire, vous lui fournissez ce dont elle a besoin pour garder sa structure. C'est-à-dire rester cellule hépatique isolée dans un milieu de culture. Bien. Elle n'a même pas à se déplacer, vous lui donnez son glucose, ses sels minéraux, etc. Bien. Elle fait un travail, là. Elle se maintient sa structure. À partir de quelque chose qui est extérieur à elle, qu'elle va s'incorporer, c'est un travail qu'on appelle le travail métabolique. C'est un travail. Mais maintenant, elle doit aller chercher cette cellule, un fibroblast par exemple, doit aller chercher sa nourriture. Il faut qu'il se déplace. Pour l'englober, il faut pousser un pseudopode, entourer sa nourriture, qui est dans l'espace où il est, et puis se l'incorporer et le digérer. C'est un travail supplémentaire, un travail mécanique, là, se déplacer. Même pour une cellule, ça demande un effort thermodynamique. Enfin, on parlait de thermodynamie au début. C'est ça, un effort. Bien. C'est donc un autre travail que le travail métabolique dont je parlais, c'est un travail de déplacement, d'action sur l'environnement. Bien. Mais là, elle n'a qu'à s'occuper que d'elle. Supposez maintenant que cette cellule hépatique, elle soit placée dans un foie. Si elle veut rester en vie, il faut qu'elle fonctionne avec le foie. Elle est dans une société, la société des cellules hépatiques. C'est peut-être une société modèle 1901, je n'en sais rien. Enfin, ma foi. Et à ce moment-là, elle a besoin de communiquer avec les autres pour faire le même travail qu'on lui demande. Et Dieu sait si un foie, ça fait des choses, des quantités de choses, des quantités de fonctions. Elle va remplir ses fonctions en communauté avec les autres. À ce moment-là, il faut qu'elle échange avec les autres, et à ce moment-là, elle va faire un troisième travail, et qui n'est pas le moindre, celui-là. Elle va coder des molécules protéiques qu'elle va placer sur sa membrane et qui va lui permettre de rentrer en contact avec l'autre. Travail supplémentaire dont elle n'avait rien à foutre dans le cas précédent. Mais comme elle vit en communauté et que sa survie n'est possible que parce qu'elle appartient à un organe, que cet organe appartient à un système digestif, que ce système appartient à un organisme, il est bien évident que c'est une plus-value. C'est-à-dire qu'elle va faire un travail qui ne lui reviendra pas directement, mais qui lui permettra de s'introduire dans une société dès que vous avez un groupement de cellules dans un organe ou d'individus. L'individu est forcé de travailler plus qu'il n'aurait à travailler pour lui tout seul, parce qu'il participe à une structure d'un niveau d'organisation supérieur à la sienne, et qui est celle de la structure d'organes, puis vous arrivez à l'homme. Il y a un travail mécanique à faire, qui l'ennuie souvent, parce que personnellement, je n'ai pas beaucoup travaillé dans ma vie. Je travaillais 15 heures par jour, bien souvent, mais 16 heures par jour. Non. Parce que j'ai fait ce que je faisais avec plaisir, et j'étais motivé à le faire. Mais je comprends beaucoup qu'il y a beaucoup de gens, et des intellectuels, qui répètent la même tâche absurde, toujours la même chose, qui ne changent jamais. Je comprends qu'ils s'ennuient, pas plus, autant ou moins que dans la monotonie de leur travail, autant que le manœuvre ou l'IVE spécialisé, faut pas croire. C'est pas parce que vous ne travaillez pas avec vos muscles que vous n'avez pas le droit de vous ennuyer de votre travail. Et ça devient un travail parce qu'il est ennuyeux. Donc déjà, il y aurait à s'étendre sur des tas de choses, sur l'ennui, la monotonie, etc. Bien. Mais ce que je veux dire, c'est que vous fournissez un travail
Et ce travail va vous permettre de vivre, de nourrir votre petite famille, de vous habiller, de vous nourrir vous-même, d'habiter, etc. Bien. Et ce travail, c'est la société, comme la cellule hépatique tout à l'heure, quand elle était dans le foie, c'est parce que le foie continue à vivre qu'elle peut survivre, elle. Bien. Et vous aussi. Alors vous allez faire un travail supplémentaire pour avoir le droit d'appartenir à un ensemble social. Et cette plus-value, qui ne vous revient pas directement, elle va elle est nécessaire au maintien de la structure sociale. Alors, où le marxisme a eu raison, c'est que, et sans le voir d'ailleurs, en quoi ça consistait, c'est que, bon, la plus-value, c'est ce qui permet aux capitalistes, bourgeois, de s'enrichir, etc. Bien sûr. Mais c'est pas tellement ça qui est grave. C'est la structure qui est une structure de dominance, et que votre travail, votre plus-value, elle va directement au maintien d'une structure hiérarchique de dominance. C'est ça qui est grave. Mais vous pouvez supprimer la propriété privée des moyens de production et d'échange, il y a des pays qui l'ont fait. Et je dirais pas que c'est mal, au contraire, je pense que c'est très bien. Mais ils ont retrouvé aussi une hiérarchie de dominance, qui étaient les technocrates et les bureaucrates. Et ils ont pas, leur plus-value n'a plus été décidée par le bourgeois, a été décidée par le bureaucrate et le technocrate. Qu'est-ce qui est changé? Croyez-vous que l'ouvrier de chez Skoda est plus heureux que l'ouvrier de chez Renault? Pareil. Il va faire ses roulements à billes de la même façon. Alors maintenant, il est encore moins heureux, parce que ce travail qui ennoblit l'homme, tu parles, hein, c'est même plus lui qui le fait, c'est des ingénieurs qui ont découvert des machines et des robots qui font le boulot à sa place. Alors là, il n'est pas content du tout, vous continuez de travailler à la sueur de son front, parce que c'est ça. Toute la civilisation judéo-chrétienne nous a appris que le travail, c'est la liberté, tu vois, et que d'autre part, il fallait travailler à la sueur de son front. Bon, avec des grands slogans comme ça, qu'on répète de génération en génération, type qui se trouve au chômage, il se prend pour un con, il a plus, c'est une image idéale de lui-même et s'écroule et il est plus valable. Voilà. Or, c'est les robots qui, eux, n'ont pas d'image idéale d'eux-mêmes qui font le boulot. Je sais que cette remarque va vous plaire grandement. Est-ce que vous ne faites pas du réductionnisme lorsque vous comparez la cellule hépatique à l'homme? Parce que quand même, la cellule hépatique ne peut rien vouloir ni changer à la structure du foie. En revanche, l'homme, si cette structure de dominance ne lui satisfait pas, il peut vouloir une autre organisation. Mais comme jusqu'ici, à chaque fois qu'il l'a voulu, il retombait sur une structure de dominance, donc parce qu'il ignorait pourquoi il faisait. Hein, c'est pas mieux que la cellule hépatique, c'est pareil. Il n'est pas plus libre que la cellule hépatique, exactement enfermé dans les mêmes slogans, les mêmes idées toutes faites, répétées de génération en génération. Alors de temps en temps, il y a un type qui ajoute quelque chose, puis on croit que c'est lui qui détient la vérité, puis c'est fini, puis on répète ça pendant 200 ans, les mêmes choses. Et la liberté, là on revient sur la liberté, comme vous le dites, hein, ça, je la vois pas où est ce loge là-dedans. Ben alors, comme toujours, une seule solution, là, parce que bon, on a soif de solutions, c'est normal. Une seule solution, la connaissance. Proudhon, Bakounine, Laborie, bien sûr. Mais je crois que c'est la connaissance. C'est pas d'autre façon. J'ai même écrit, c'est peut-être dans la Nouvelle Grille d'ailleurs, que si on donnait, mais imaginez, qu'on donne à tous les ouvriers spécialisés et aux manœuvres 2 heures par jour, non pas pour les apprendre les immortels principes de 89 ou le marxisme, le léninisme ou hein, les lois syndicales et la défense, la lutte des travailleurs, non pas ça. Lui donner une information généralisée. Commençons d'abord, avant la table de multiplication, le problème des robinets, qui est un foutu de fer, parce qu'il est sorti de l'école communale, parce qu'il l'oublie, mais simplement ce qu'il est. Lui apprendre ce qu'il est, comment il fonctionne, et 2 heures par jour pendant une vie. Vous vous rendez compte que ça serait formidable. Henri Laborie, le sens de la vie. On a l'air de passer du coq à l'âne, en fait. Pas du c'est un autre chapitre, oui. Oui, c'est un autre chapitre, mais c'est pas sans lien. Le sens de la vie, il y en a un? Voilà, vous me posez cette question, il y a tout un chapitre assez long sur le sens de la vie, c'est très long à développer. Le sens, ça veut dire la signification de la vie, c'est ça qu'on entend. Qu'est-ce que ça signifie, la vie? Alors là, je suis forcé de faire de la linguistique, qui est de la biologie d'ailleurs aussi. C'est-à-dire que quand j'envoie un télégramme, j'ai pris ça comme exemple dans le bouquin, quand j'envoie un télégramme, j'ai des lettres pour écrire des mots, ils ne sont pas placés au hasard. Il faut que je les mette en place, bien en place, sans ça, ça ne voudra rien dire. Puis ces mots s'ajoutent les uns aux autres pour former une phrase. C'est ce qu'on appelle le signifiant. Maintenant, si je vous écris en chinois, vous n'avez pas appris le chinois, vous n'y comprendrez rien. C'est-à-dire que le signifié sera nul pour vous. Bien. Alors,
La sémantique, c'est ce qui, lorsque vous émettez un message, un signifiant, va impressionner, transformer le cerveau de l'autre, bien sûr en votre faveur. Vous allez essayer de le conquérir, de le faire aboutir à vos idées à vous. Mise en forme, hein, c'est une information. Une information, c'est une mise en forme du cerveau de l'autre. Bien. Mais ce sont deux choses différentes. L'un ne se touche pas. Le message, la sémantique, ça ne se touche pas. Signifiant, vous le touchez. Vous pouvez les mettre vos lettres en place. Bien, vous l'écrivez. Bon. Le sens de la vie, la signification de la vie. Il y a un signifiant. Dieu sait si j'ai passé ma vie à essayer de comprendre. Non pas de comprendre, à essayer de voir comment il fonctionnait. C'est-à-dire, j'ai étudié la grammaire des systèmes vivants. J'ai passé toute mon existence, ou presque. J'ai étudié la grammaire et la syntaxe. Mais quelle est la sémantique? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça signifie, la vie? Alors là... Quelle est la grille? Ah, il n'y a pas de grille. Il y en a sans doute une. S'il n'y a pas de hasard, pour moi. Et si vous voulez, vous parliez tout à l'heure de Dieu, tout ce que vous voudrez, mais je suis persuadé que la conscience humaine, ce que nous appelons, non, vous m'avez abordé sur le Christ, etc. Bon, je suis persuadé que la conscience humaine n'est pas le fin du fin de ce qu'on peut faire. Il y a mieux que la conscience humaine. Bon. Il y a peut-être mieux déjà, hein, dans d'autres planètes ou dans d'autres systèmes solaires. Bon, ça me regarde pas, c'est pas mon boulot. Moi, les astronomes s'en occupent. Mais qu'est-ce qui m'interdit scientifiquement de penser que l'ensemble du cosmos, ce cosmos qui est en expansion, on ne sait plus d'ailleurs, ça se discute, et qui est fini quand même. Bien, il va peut-être se recroqueviller lorsqu'il sera bien expandu. C'est pas impossible. Bon, enfin, je vous dis, ça se discute abondamment. Bien. Qu'est-ce qui m'empêche de penser que ce cosmos n'a pas lui-même une conscience? Que l'humanité ne serait qu'un élément de cet ensemble. Comme ma cellule hépatique depuis tout à l'heure fait partie de moi, je serais bien gêné si je l'avais plus, mais elle ne participe pas de mon discours. Et mon discours, il n'est pas fait pour ma cellule hépatique. C'est vrai que c'est un songe qui envoie un autre. Bah, alors, que vous appeliez cette conscience cosmique Dieu, moi je veux bien, ça me gêne pas, vous comprenez, mais à ce moment-là, il y a un tas de choses qui s'éclairent. Comme il n'y a plus à se déplacer dans un espace, puis cette conscience, c'est l'espace et le temps réunis, puisque c'est la même chose, depuis Einstein on l'a compris, elle est celle qui est, puis terminée. Alors, le sens de la vie là-dedans, comme si ma cellule hépatique disait, quel est le sens de mon existence? Elle existe, ma cellule hépatique. Et l'amibe, quel est le sens de son existence? Elle essaie de bouffer et de maintenir sa structure. Et ce que je vois, moi, c'est des gens qui essaient de maintenir leur structure, c'est tout. J'ai pas de sémantique à mettre sur le message que je suis en train de décoder. Je fais mon possible pour le comprendre et ne pas trop perturber ce message. Voir comment il s'organise, quelle est sa grammaire et sa syntaxe. Vous n'excluez rien, a priori. Ah non. C'est pas scientifique d'exclure. Une question de l'auditeur qui nous fait revenir un peu en arrière, mais ça avait peut-être besoin d'être approfondi. Puis s'il y en a un, statistiquement, s'il y en a un, il y en a d'autres. C'est comme ça. Un auditeur d'un anarchiste n'est pas d'accord avec vous quant à la passivité et la fuite devant les pouvoirs violents. La question qu'il pose, c'est comment pouvons-nous alors transformer la société avec une telle... Mais on vient de le dire, c'est pas la violence qui la transformera, c'est la connaissance. Non, mais je crois qu'il ne dit pas qu'il faut user de violence pour transformer la société, mais une passivité face à la violence qui n'est pas de notre fait. Est-ce que vous considérez que je suis passif? Je ne le fais pas pour le bien de l'humanité. Je n'ai aucun message à transmettre. Je m'amuse, je vis on avait plaisir. On avait pris un exemple très aigu tout à l'heure, Henri Laborie, face à un coup d'État. Vous nous avez dit, je partirai. Oui. D'autres... je dirais, mais si leur plaisir se vertuait d'avoir leur nom sur un monument... C'est une survie. Si leur plaisir, c'est de rester dans la mémoire de leurs descendants et des citoyens qui les suivront, en disant que ça a été un héros, moi je veux bien. J'ai été un héros, je sais ce que c'est con. Bon, vous pensez que c'est seulement par volonté d'être héros que l'on résiste à l'agresseur? Non, c'est pas par la volonté d'être un héros. C'est vous pouvez pas faire autrement. C'est parce que vous avez été engrammé de certaines façons à ne pas accepter ou à accepter, que vous voulez éviter les œufs. Vous ne savez pas, mais vous voulez éviter l'ulcère d'estomac.
Alors, chacun a son goût. Si vous êtes libertaire, vous devez admettre qu'il y a des gens qui ne sont pas pour la violence et qui... Ah mais nombre de libertaires sont non-violents. Nombre de libertaires. Par exemple, je prends un autre exemple. Les grèves. C'est vraiment l'exemple de la non-violence, en principe. C'est l'exemple de la non-violence. Les grèves. Les grèves. Ah oui, une grève. Hein. Résultat, c'est une non-violence. Or, qu'est-ce que vous voyez? Des syndicats qui se battent. Quand l'un veut la grève, l'autre la veut pas, etc. Ils se bagarrent. Et encore la dominance entre syndicats. Radio Libertaire, toujours l'invité quotidien, Henri Laborie, éloge de la fuite. Il nous reste un large quart d'heure pour fuir encore ensemble. La politique... la politique, Henri Laborie, c'est une belle fuite? Non. Pour qui? Oui, bonne question. Pour les hommes politiques ou quoi? Qu'est-ce que ça vient faire dans la fuite, la politique? Mais la politique, pour moi, comme on dit actuellement d'ailleurs, parce qu'on s'est rendu compte, c'est pas la politique politicienne, comme on dit, c'est la vie de la cité. Le fait, oui, de s'occuper des relations entre les hommes. C'est la politique. Alors effectivement, elle coiffe, si vous voulez, l'économie, la sociologie, mais aussi la psychologie. Et malheureusement, ça s'arrête là. Et encore, je ne sais pas si beaucoup d'hommes politiques sont des femmes psychologues, et s'ils ont été... C'est pas très grave d'ailleurs, parce que la psychologie de papa, ça va pas très 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 loin. Vous savez, c'est encore un monceau de lieux communs et de... Bon, s'il y a des psychologues qui écoutent, ils seront pas contents, alors je m'arrête. Mais je crois que la politique, c'est ça, c'est l'ensemble des rapports des individus sur cette planète, mais c'est pas simplement à travers un hexagone ou à travers une Europe ou l'Amérique ou l'URSS ou la Chine. La politique, c'est la vision globale, mondiale de l'évolution historique de l'espèce humaine. Qui n'existe pas actuellement parce que tout est totalement émietté. C'est parti de l'émiettement. Comment voulez-vous que progressivement ça se regroupe? Enfin, si ça se regroupe d'une façon non libertaire, là vous avez raison, ça se regroupe sous des formes d'État. C'est un groupement, d'accord. Mais si on impose à tout le monde la même chose, je ne vois pas très bien comment on peut évoluer vers une politique mondiale. C'est le cas actuellement, on impose à tout le monde la même chose. Oui, c'est vrai. Alors, je vous répétais une troisième fois, je suis pas gourou. Non, je pense qu'il y aurait des quantités de choses à faire. Mais supposez, j'ai écrit un bouquin, je le savais, vous l'avez dit d'ailleurs l'autre jour, il y a une quinzaine d'années ou une dizaine d'années sur l'autogestion, enfin l'idée pour l'autogestion, la société informationnelle, c'est devenu à la mode maintenant. Je croyais avoir fait un néologisme, mais vous voyez, précurseur encore une fois. Sacré Laborie. Bon, c'est bien que se fout de sa gueule à soi-même, quand même. Bon, être rigolé, bon, ça. Il y avait cette notion qui m'est apparue indiscutablement, c'est que on ne peut pas faire une autogestion dans un seul pays. Je le répète une fois de plus, le socialisme sera mondial ou pas. En attendant, est-ce qu'on peut essayer de commencer à le faire chez soi? On doit maintenant. Oui, mais vous voyez... Nous ne discuterons pas du terme socialisme ce soir, parce que je suppose que ce n'est pas la pâle figure que l'on connaît aujourd'hui que vous évoquez. Non. Est-ce qu'il faut commencer à le faire chez soi? Alors, ou attendre? Je ne sais pas si vous vous souvenez de la révolution socialiste d'Allende, au Chili. Elle portait quand même Pinochet en elle, comme la nuit et l'orage. Non, oui, mais quand... je veux dire que mes amis sont pas tout à fait de droite, on peut pas dire. Et que quand Allende a pris le pouvoir, comme on dit aussi, oui. Tout le monde a dit bravo, enfin un pays qui fait un socialisme qui ne dépend ni de l'un ni de l'autre, qui n'est pas dépendant. Bon.
Pas nous, petite parenthèse. Hein? Pas nous, nous on n'a Oui, pas bon, dit bravo. d'accord. Mais... Et je me souviens qu'à cette époque, j'ai dit, c'est foutu. Il m'a dit, mais tu es un briseur d'idéal, pourquoi, gna gna, bon. Je lui ai dit, bah, c'est foutu parce que un pays qui socialise, c'est-à-dire dont les rapports sociaux dans l'intérieur d'un espace qui était le Chili, qui transforme ses rapports sociaux et qui ne transforme pas ses rapports avec le système environnant, la CIA l'a descendu à toute vitesse, ça n'a pas été long. Toute l'économie du Chili n'ayant pas a voulu être transformée à l'intérieur et pas dans ses rapports à l'extérieur. Alors, la seule façon de gagner, c'est ce qu'a fait Cuba. Les affreux Cubains, bon, bah, ils se sont mis sous la dépendance d'un système qui les englobait, qui était capable d'équilibrer un autre système. Et c'est pour ça qu'ils ont gagné, qu'ils existent en tant que pays. Je pense que c'est ça. Alors effectivement, actuellement, on pense en blocs. Ah, les blocs qui nous amènent à la guerre atomique, ils nous amènent encore. Alors je pense que là aussi, c'est pas la solution. C'est très bien pour Cuba, qui sont heureux. Moi, je suis très content pour eux. Je regrette la révolution chilienne, d'Allende, mais et, comme vous dites, ils ont eu Pinochet, ça n'a pas traîné, parce on ne peut pas faire d'un sous-ensemble avec une structure nouvelle. C'est comme si ma cellule hépatique voulait se transformer en neurone toute seule au niveau de son foie. Bah, elle ne durerait pas longtemps, il y aura un certain nombre de systèmes immunitaires. C'est pas ta place ici, c'est terminé, tu ne fonctionnes pas dans le cadre qu'on t'a imposé. On puisse mettre en contact dans ces deux pays, au-dessus des gouvernements, les masses, avec syndicales, confessionnelles, tout ce que vous voudrez, et qu'elles puissent discuter, et puis qu'elles disent c'est trop con, on va pas se faire la guerre. Mais les gouvernements ne pourraient rien faire. Ils pourraient toujours vous dire c'est la réquisition, la mobilisation générale, terminé. Ça, c'est un fait dont on a pris acte depuis quelque temps, on s'en est aperçu dans le mouvement libertaire, c'est que technologiquement, effectivement, on a les moyens de vivre de manière parfaitement autogérée, pour prendre un terme un peu vulgaire, oui. Nous préférons gestion directe, mais on a vraiment les moyens de le faire. C'est encore fragile, c'est pas... Et de se passer de... Je rajouterais, de se passer de nations et d'États. Oui, on n'est quand même pas encore là. Ah oui, je ne vous le fais pas dire, oui. Non, je vois... J'étais directeur d'une thèse au Québec, une jeune fille qui s'appelle Marie La Rochelle. Bien. C'était sur l'enseignement. Et elle a fait du laborie pendant 4-5 mois à 14 enseignants. Et ils ont découvert ce qu'ils étaient. Ils ne savaient pas. Au début, quand elle les questionnait, ils avaient tous les soirs à faire un petit rapport sur leur journée. Qu'est-ce que ça avait transformé dans leur comportement, etc. Bon. Et quand on leur demandait pourquoi ils étaient enseignants, c'était c'est parce que j'ai un métier formidable, je transmets la connaissance, puis ou alors un autre disait c'est parce que j'aime les enfants ou les adolescents. Un autre disait n'importe quoi. Enfin, vous voyez tous les slogans, tous les trucs. Personne n'a dit c'est parce que j'aime bien partinaliser les enfants, je suis le père qu'on aime, qu'on admire, etc. Ou alors j'aime bien m'élever dans une hiérarchie, ou gagner ma vie avec un métier honorable. Tout ça, non, c'est pas bien. Alors, eux étaient persuadés de ce qu'on leur avait dit, qu'ils étaient enseignants pour ça. Et puis quand ils ont découvert qui ils étaient, ça a produit un certain remous pour certains, ça a été assez grave. Et alors à ce moment-là, ils ont focalisé, je le dis quand j'étais à sa thèse, ils ont focalisé sur leur nombril, et ils ont découvert que les rapports qu'ils avaient entre l'enseignant, ça fallait reprendre tout ça à la base, etc. Mais ils étaient dans une institution. L'enseigné était dans une autre institution, qui était la famille. Qu'est-ce que voulaient ces deux institutions? Ils voulaient que la famille, que l'enfant rentre dans une, comme je l'ai dit déjà ici, dans une abstraction professionnelle la plus élevée, de façon à faire des machines et beaucoup de marchandises. L'institution l'éducation nationale voulait que l'enseignant lui donne des producteurs de plus haut niveau, le plus scolarisés possible, etc., pour faire des marchandises qui ne soient pas faites dans un autre pays. Et finalement, c'était la société globale qui... Alors finalement, qu'est-ce que voulait faire J'étais forcé de dire que j'étais très heureux si j'avais pu avoir un rôle dans la sécurité sociale des enseignants du Québec, et s'il y avait moins d'ulcères d'estomac à partir de maintenant, et si à partir de moins... Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est changer la société globale. Tant que la société globale d'un État n'aura pas été d'accord avec la société globale de tous les autres États, eh bien,
on ne fera rien. L'enseignement sera toujours la table de multiplication jusqu'aux intégrales, et c'est tout. Nous sommes parfaitement d'accord. Objectif numéro 1, l'État. La foi, c'est un dernier chapitre d'éloge de la fuite. En plus, c'est pas la foi, c'est une fois le titre. Pourquoi de ce chapitre? Bon, une fois parce qu'on m'a dit une fois. C'était le titre. Ah oui, qu'on c'est m'a vrai, posé. c'est le titre Ah, imposé oui, par l'éditeur. Hein. Oui, une fois, parce que bon, ça peut... évidemment, la mienne a été, d'une certaine façon, je serais né en Chine, comme je le dis, sur la dynastie des Yang, j'aurais pas connu le Christ et j'aurais une autre foi. Bon, bah, les gens, je crois que l'angoisse, l'origine de la foi, c'est l'angoisse première, l'angoisse existentielle, l'angoisse de la mort. Alors, comme on ne comprend rien, on est paumé complètement, on n'y comprend rien, il y a toujours eu des mythes, des religions, des morales, des lois étatiques maintenant qui nous permettent de ne pas, comme nous le disions tout à l'heure, de ne pas être angoissé parce que vous pouvez agir. Vous savez que vous ne pouvez pas déplacer la ligne jaune, bon bah vous restez en dedans de la ligne jaune, bon puis et vous pouvez agir avec un règlement de manœuvre. Et à ce moment-là, vous supprimez votre angoisse. C'est pour ça que je vous disais que beaucoup de gens sont contents d'être dominés. Pour les auditeurs qui n'auraient pas suivi depuis le début de nos émissions, vous n'êtes pas ce que l'on appelle vulgairement, du moins, enfin couramment, un croyant. Bon, j'ai été élevé dans la religion catholique, et pas d'une façon très coercitive d'ailleurs. J'ai découvert par un ami qui, pendant mon adolescence, j'ai découvert le Christ. Bon, les évangiles, on me les a récités le dimanche à la messe, en pièces détachées, comme ça, par gouttes successives, dans les 52 dimanches de l'année. J'ai découvert que ce que je faisais, ce que je comprenais du monde, par mon métier, par ma profession, était parfaitement cohérent avec ce que je disais dans les évangiles. Et que je dis que vraiment c'est du point de vue esthétique. Du point de vue esthétique, c'est-à-dire pour moi l'esthétique c'est la science des structures, si vous voulez. Hein, c'est ça l'esthétique. C'est comment on s'organise les choses, d'une façon, c'est pas le désordre, c'est quelque chose d'harmonieux, bien. Et je trouvais que tout ce que je pouvais comprendre, ce que j'ai pu dire d'ailleurs depuis le début de ces émissions, vous le trouvez dans l'évangile. C'est le plus anarchiste de tous les anarchistes, le plus libertaire de tous les libertaires. Il n'y en a pas eu un comme ça. C'est pas un lieu commun, ça? Déjà énoncé par oui, peut-être que c'est un lieu commun, seulement lui, il n'a pas trouvé que c'était un lieu commun. On l'a foutu en croix, parce que justement, il n'était pas conforme. Alors, un lieu commun qui vous amène à la croix, c'est pas tellement un lieu commun. Vous êtes, bon, vous n'aimez peut-être pas l'étiquette anti, mais disons que vous n'aimez pas particulièrement les religions, pas du tout, sans doute. Et vous ne croyez pas cependant que le christianisme, enfin, porte en lui la religion telle qu'on l'a connue, comme le marxisme, l'Union soviétique actuelle et la nuée, l'orage. Je pense que ce sont les hommes qui portent la déformation. Ils ont interprété... Vous en êtes un autre. Mais oui, bien sûr. Mais c'est nous qui déformons le Christ, c'est nous qui l'avons tué, qui continuons à le faire tous les jours. L'interprétation qu'on en donne, elle ne reposait jusqu'ici, pour moi, je précise bien pour moi, elle ne reposait sur rien. Ce qu'on appelle la religion catholique ou protestante, ça n'a aucune importance, reposait sur l'exégèse introspective, philosophico-psychologique de textes sacrés. Bon. Personnellement, ce qui m'étonne, c'est qu'il y a 2000 ans, ce que je trouve actuellement d'essentiel dans les comportements humains sont déjà tous là. J'en fais un énoncé qui n'est pas exhaustif, mais qui montre que tout ce que je viens de dire depuis le début, en particulier de cette séance, l'imaginaire était déjà. Hein, c'est l'imaginaire. Mon royaume n'est pas de ce monde. L'imaginaire incarné. Bien sûr. C'est ce qui vous séduit. Eh oui. Henri Laborie, merci. Nous vous retrouvons mercredi prochain, même heure, même émission, l'invité quotidien de 20 à 22 heures. Pour Copernic, n'y a pas changé grand-chose. Ça, c'est pas. On va voir catholique, que le chercheur, oui, très salace. Bonsoir.